Bonjour tout le monde. Allez, on va finaliser sur la géométrie des molécules. On aura fait trois petites capsules vidéo par rapport à ça. Les deux premières, on avait identifié, en tout cas dans la première, comment représenter la figure de répulsion qui correspond à la méthode VSEPR, c'est-à-dire la répulsion électronique entre les doublés liants et doublés non liants va imposer une géométrie particulière à la molécule finale tout simplement. Et on avait vu dans la dernière vidéo le cas de molécules dans lesquelles notre atome central noté A était un atome qui ne possédait pas de doublet non liant. Et on avait conclu sur le fait que la géométrie de la molécule, elle était absolument identique à la figure de répulsion qu'on avait identifiée, c'est-à-dire des figures de répulsion de type linéaire, trigonale, tétraédrique, bipyramidale, etc., etc. Donc là, on va terminer, donc c'est ce qu'on avait vu ici, globalement pour le rappel. Si mon atome central n'a pas de doublet non liant, alors la figure de la répulsion et la géométrie moléculaire sont absolument identiques. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si mon atome central, qu'on avait noté A, si cet atome-là possède un ou plusieurs doublets non liants? On va voir que cette formule-là, elle est plus exacte et la figure de répulsion va être différente de la géométrie. Mais les bases qu'on a identifiées, qu'on a montées par rapport à la figure de répulsion vont rester exactement les mêmes. Donc la méthode, c'est la même qu'on avait vue un petit peu précédemment. On va simplement rajouter des doublets non liants sur l'atome central noté A. Okay, donc initialement, les choses ne changent pas. On a toujours notre atome central A. On a toujours les atomes auxquels il est lié, que j'appelle des fois les atomes périphériques, donc qui sont des atomes identiques ou différents, ça n'a pas d'importance. On va les noter X dans la formule générale de la molécule. Et ces atomes vont être fixés à A par des doublets liants. Et encore une fois, qu'ils soient des liaisons simples ou des liaisons multiples, ça ne change absolument rien du tout. Okay, donc X, les atomes liés à A, et leur nombre en indice sera noté N, donc N fois X atomes. Enfin, ouais, X atomes. Et puis on va rajouter cette fois-ci maintenant les doublets non liants. Ces doublets non liants, dans la représentation VSEPR, on va les noter par grand A, et puis M en indice, qui correspondra au nombre de doublets non liants présents sur l'atome central A. Donc globalement, on va arriver à une structure, une formule générale pour l'ensemble des molécules concernées de type AXN EM. Donc dans mon exemple tout bête représenté ici, eh bien j'aurai un AX2 puisque j'ai deux atomes ici B et C fixés à A, et mon atome central A possède cette fois-ci deux doublets non liants, donc AX2E2. Okay, donc voilà pour la méthode à utiliser et qui va correspondre à peu près à toutes les molécules qu'on pourra envisager ensemble. Okay, rien de plus compliqué que précédemment, j'ai juste ajouté des doublets non liants notés E avec leur indice qui correspond au nombre de doublets non liants présents. Deux exemples rapides des structures de ce type-là, AXNEM, donc avec des doublets non liants sur l'atome A, ça va être la molécule d'eau par exemple, qui va répondre à la formule AX2E2. J'ai bien l'atome central d'oxygène, deux atomes auxquels il y est sont les hydrogènes identiques, donc X2, deux doublets non liants, E2. La molécule d'ammoniac, pareil, structure extrêmement simple et très connue, NH3, on a bien l'atome central, l'azote, les trois atomes d'hydrogène, c'est X3, et puis un seul doublet non liant sur l'atome d'azote. Ça, on l'a vu précédemment dans les vidéos d'atomistique. On sait que l'atome d'azote possède un doublet non liant. Ce sont deux électrons qui sont ensemble dans une case quantique, en tout cas dans une orbitale atomique à l'extérieur, donc sur la couche externe électronique de l'atome d'azote. Et on va, pour faire cette représentation, pour déterminer les représentations géométriques de ces molécules-là, on va utiliser les figures de répulsion qu'on a vues précédemment. Ce sont exactement les mêmes, on utilise les mêmes figures de répulsion de base. Donc qui sont celles-ci, celles qu'on avait identifiées? J'ai remis exactement le même tableau que l'on avait vu ensemble. On avait dit globalement qu'on allait s'arrêter sur les trois figures de répulsion présentées ici, la linéaire, trigonale et tétraédrique, qui correspondent aux atomes classiques, carbone, azote, oxygène, qu'on rencontre extrêmement souvent en chimie organique. Mais c'est exactement la même chose pour les bipyramidales, que ce soit triangulaire ou carré. Donc comment on va faire si notre atome central, c'est-à-dire l'atome bleu, il comporte cette fois-ci un doublet non liant? Eh bien on va absolument rien changer, on va simplement considérer que les doublets non liants et les doublets liants, ils vont se repousser exactement de la même manière
Pourquoi? Parce que ce sont des doublets d'électrons, donc il n'y a aucune raison que la répulsion électronique soit différente. Ça va modifier un tout petit peu les angles de liaison selon le nombre de doublets non liants, mais globalement la figure de répulsion va rester absolument identique. Donc on considère doublets non liants et doublets liants de la même manière. Ce sont deux doublets d'électrons qui se repoussent de la même manière. Donc dans cette structure ici de type AXNEM, eh bien on ne va pas considérer séparément les indices N et M des doublets liants et des doublets non liants. On va considérer la somme des deux qui va nous donner la figure de répulsion correspondante. Et ça revient exactement à ce qu'on avait vu précédemment. Et on avait vu précédemment, si on n'avait aucun doublet non liant sur l'atome central, eh bien on avait un petit N qui était égal à 2 dans ce cas-là, et on avait une structure de type linéaire, une figure de répulsion linéaire. Et bien là, on va considérer la même chose. Je pourrais avoir une liaison, l'atome A fixé à un seul atome, donc j'aurai un N équivalent à 1, et puis j'ajoute un doublet non liant sur l'atome central A, et bien la somme des deux me donne une valeur de 2, et ce 2 correspond à la figure de répulsion linéaire, de la même manière que si j'avais affaire à deux atomes différents. C'est-à-dire que la liaison qu'on avait identifiée initialement ici comme étant un doublet liant vers un autre atome, eh bien, cette liaison-là, je la considère soit comme un doublet liant, soit comme un doublet non liant. Ça n'a pas d'importance, la figure de répulsion sera identique. Et puis donc pour 2, on avait identifié que c'était linéaire. Pour un nombre 3, on avait dit trigonal, 4 tétraédrique, 5 bipyramidal triangulaire, à base triangulaire, et puis 6, on avait dit octaédrique ou bipyramidal à base carrée. Okay, donc je considère doublet non liant, doublet liant exactement de la même manière. La seule chose qui va différer ici, ça va être que pour les atomes centraux qui possèdent des doublets non liants, eh bien la structure, la géométrie de la molécule, cette fois-ci, elle sera différente de la figure de répulsion. Donc c'est bien ça qu'il faut retenir. Okay, même si on utilise exactement les mêmes figures de répulsion, eh bien, s'il y a présence de doublets non liants sur l'atome central, qu'on a noté A, eh bien la figure, la géométrie de la molécule sera différente de cette figure de répulsion identifiée ici. Ok? Et je vais te montrer quelques exemples pour étayer un petit peu ces propos. Alors, on va commencer, j'ai pris un exemple. Admettons, dans une structure AXNEM, j'ai une somme de N et de M qui est équivalente à 3, donc ça va prendre toutes les valeurs possibles en fait. Ça peut correspondre à une molécule qui possède aucun doublet non liant, donc M égale 0, mais un atome central qui possède 3 atomes périphériques. Ça revient à ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes. J'ai bien une figure de répulsion trigonale, et ça correspondra également à un autre exemple. Admettons mon atome central A est fixé à un seul atome par un doublet liant, et puis il possède également deux doublets non liants. J'ai une somme équivalente à 3. Je sais que j'aurai également une figure de répulsion trigonale. Okay, donc toutes les possibilités qui sont offertes ici pour donner un total de 3, ça correspondra à des figures de répulsion trigonale. Donc là-dedans, vous voyez mettre toutes les molécules qui répondent à cette caractéristique-là. Donc je te donne deux exemples ici, je crois, sur ce type de molécule avec une somme de N et de M est égale à 3. Le dioxyde de soufre, par exemple. On a bien un atome central, le soufre. J'ai deux atomes auxquels il est fixé deux oxygènes, donc j'ai un AX2. Et l'atome de soufre possède ici un doublet non liant, donc j'ajoute E1. Donc il répond bien à la structure, enfin à la formule générale AX2E1 dans la méthode VSEPR. Et là on voit bien que 2 et 1 ça fait 3. Je sais que j'ai une géométrie trigonale pour la figure de répulsion. Donc le soufre, sa figure de répulsion ici, ça va être celle-ci. Deux liaisons ici, enfin en tout cas, ces deux liaisons vers l'oxygène et le doublet non liant du soufre vont se répartir de cette manière-là, comme on l'avait vu ensemble, dans un triangle, d'accord. Ici, je l'ai mis dans le plan équatorial de la sphère. J'ai ici mes deux liaisons vers les oxygènes, par exemple, et puis à l'arrière, ici, j'ai le doublet non liant du soufre. Pourquoi? Parce que ces deux électrons-là vont repousser les deux liaisons-là, de la manière que ces deux liaisons-là se repoussent entre elles. Donc la manière la plus simple de les placer dans l'espace, c'est de les placer dans un plan ici, trigonal, donc le soufre au sein d'un triangle. D'accord? Donc ça, c'est la figure de répulsion. Et après, à partir de là, je passe à la géométrie de la molécule. On avait vu précédemment comment je passe de la figure de répulsion à la géométrie de la molécule. Je supprime les doublets non liants qui sont présents sur tous les atomes. Ici, c'est sur l'atome de soufre.
Et la géométrie de la molécule, ça va être celle-ci. Et on voit bien que là, on obtient ce qu'on appelle une géométrie coudée, et on voit qu'il y a une différence entre la figure de répulsion et la géométrie de la molécule. Elles sont bien différentes, et ça, c'est uniquement dû au fait qu'on a la présence d'un doublet non liant sur l'atome central. Okay, donc un doublet non liant ici sur mon atome, je passe d'une structure de géométrie de la figure de répulsion trigonale à une géométrie moléculaire coudée. Un autre exemple, le dioxygène O2, celui-là on le connaît tous, donc on considère un des deux atomes d'oxygène, peu importe, en tout cas il y en a un des deux qu'on va considérer comme l'atome central. Il répond à la formule suivante, AX1E2, j'ai bien un substituant, enfin un atome qui est fixé à mon atome central d'oxygène, et mon oxygène lui-même comporte deux doublets non liants, les deux qu'on connaît sur l'atome d'oxygène. Donc j'ai bien cette structure qui répond à la formule là, N plus M est bien égal à 3, donc je sais que pour le dioxygène, j'ai une figure de répulsion trigonale, exactement la même que pour le dioxyde de soufre, qui va donner cette représentation-là. Et on voit bien que l'oxygène se trouve au sein d'un triangle, dont les sommets sont représentés par l'oxygène d'une part et les deux doublets non liants d'autre part. Donc ça c'est la figure de répulsion trigonale. Tous ces électrons ici vont se repousser les uns les autres de manière à se positionner au sein d'un plan triangulaire. Donc c'est bien la structure trigonale pour la figure de répulsion. Je passe ensuite à la géométrie de la molécule en éliminant les doublets non liants. On tombe simplement sur deux oxygènes qui sont placés l'un à côté de l'autre obligatoirement sur une ligne. Donc on a une géométrie linéaire pour le dioxygène. Okay, donc là encore, le fait d'avoir des doublets non liants sur l'atome central fait que ma structure, ma géométrie moléculaire va être différente de la géométrie identifiée sur la figure de répulsion. Okay, donc ça c'est important à retenir. Dès que tu auras sur ton atome central la présence d'un ou plusieurs doublets non liants, eh bien la géométrie de la molécule va différer par rapport à la structure de la figure de répulsion. Okay, c'est la différence, simple différence par rapport à des atomes centraux qui ne possèdent pas de doublets non liants. Un autre exemple, après j'arrêterai là, avec les figures de répulsion tétraédriques. Donc pour tétraédrique, on sait qu'on doit répondre à cette condition-là, c'est-à-dire que le nombre de doublets liants et le nombre de doublets non liants doit être équivalent à 4. Tout ce qui répond à ça, cette formule-là, eh bien, je sais que j'ai une figure de répulsion tétraédrique. 4 tétraédriques, c'est assez facile à retenir. Okay, donc c'est la figure de répulsion qu'on avait identifiée ici. Mon atome central, et puis 4 atomes, 4 doublets ici, liants ou non liants, cette fois-ci, qui vont pointer vers les sommets d'un tétraèdre. C'est bien la seule façon de minimiser la répulsion électronique. Je donne 3 exemples par rapport à cette structure tétraédrique. La première, ça va être l'ammoniac. Donc là, on a la structure de Lewis, basique. L'atome de la molécule d'ammoniac, c'est une construction qu'on a déjà vue ensemble. L'azote central, 3 doublets liants vers des atomes d'hydrogène. Et puis, comme je sais que l'atome d'azote possède 5 électrons dans sa structure électronique, je sais qu'il lui reste encore 2 électrons sur sa couche externe. Eh bien, ils vont s'appareiller l'un avec l'autre pour faire le fameux doublet non liant de l'atome d'azote. Okay, donc ça, c'est des choses qu'on a vues ensemble sur la représentation de Lewis, à la fois des atomes et des molécules. Je sais donc, à partir de cette structure de Lewis que j'ai par rapport à la méthode VSEPR, une structure du type AX3E1, 3 hydrogènes, 3 atomes extérieurs et un doublet non liant sur l'atome d'azote. Donc ça répond bien à cette formule-là. Je sais que l'ammoniac va avoir une structure, une figure de répulsion tétraédrique. On a bien tous les électrons de ces 3 liaisons et de ce doublet non liant vont se repousser de manière à minimiser la structure, minimiser l'énergie de la molécule en se plaçant au sein d'un tétraèdre. Donc les 3 hydrogènes et le doublet non liant vont pointer au sommet du tétraèdre qu'on a identifié ici dans la figure de répulsion. Je passe à la géométrie de la molécule. J'enlève simplement le doublet non liant présent sur l'atome d'azote et j'obtiens cette géométrie-là. Et on voit bien que ça correspond à une structure, une géométrie pyramidale. Donc ici, on a une pyramide. Le sommet, on considère, donc c'est l'atome d'azote, et j'ai une pyramide à base triangulaire, le triangle étant formé par les 3 atomes d'hydrogène ici, donc les 3 substituants de l'atome d'azote. Donc là encore, comme la diapo précédente, on a bien une géométrie moléculaire différente de la géométrie imposée par la figure de répulsion. D'accord ? Deuxième exemple, la molécule d'eau, on l'a vu tout à l'heure.
c'est des structures qu'on connaît aussi. Donc là, c'est la structure de Lewis de l'eau. Donc l'oxygène, on sait qu'il fait 2 liaisons de manière classique, ici avec l'hydrogène. Et l'oxygène, il a également 2 doublés non liants, puisqu'il lui restait 4 électrons sur sa couche externe qui se sont appareillés de manière à faire 2 doublés non liants. Donc ça répond à la structure VSEPR de type AX2E2, 2 liaisons vers l'hydrogène, 2 doublés non liants sur l'oxygène. En tout cas, ça répond toujours à cette formule-là globalement. Et j'ai bien ici N plus M égale 4. Donc je sais que la molécule d'eau, malgré ce qu'on voit ici, en réalité, la molécule d'eau, elle a une géométrie, en tout cas une figure de répulsion de type tétraédrique. Okay, donc c'est ce qu'on représente ici. J'ai bien 2 hydrogènes et puis les 2 doublés non liants qui vont se repousser les uns les autres et qui vont pousser également sur les liaisons à l'hydrogène. Ces 4 doublés ici d'électrons, liants et non liants, vont tous se positionner vers les sommets du fameux tétraèdre qu'on a identifié ici et qu'on connaît sur l'atome de carbone classique, c'est la même chose. Et bien c'est la même chose pour l'atome d'oxygène au sein de la molécule d'eau. Donc ça c'est la figure de répulsion de la molécule d'eau, figure tétraédrique. Et pour passer à sa représentation spatiale, la géométrie de la molécule, eh bien on supprime, comme on l'a fait pour l'azote, je vire les 2 doublés non liants de l'oxygène pour arriver à cette sous-structure-là. Okay, donc géométrie de la molécule, c'est une géométrie coudée, avec 2 atomes d'hydrogène qui forment un coude, donc un angle entre les deux. Donc ça c'est la géométrie de la molécule d'eau H2O. Là encore, bien différente de la géométrie tétraédrique de la figure de répulsion. Et un dernier exemple, j'ai pris l'acide chlorhydrique HCl. Donc le chlore, qui fait partie des halogènes à droite dans la classification périodique, on sait que les atomes d'halogènes, le fluor, le chlore, le brome, l'iode, ils possèdent tous 3 doublés non liants et ils sont capables de faire une liaison. Ce sont des atomes qu'on avait nommés précédemment, des atomes monovalents. Ils peuvent faire une liaison avec un atome à l'extérieur, simplement parce que l'atome de chlore, dans sa structure fondamentale, donc sa structure électronique, il possède un électron célibataire qui va mettre en commun avec un autre atome de manière à s'entourer de 8 électrons. C'est ce qu'on a vu ensemble précédemment. Et ça, c'est sa représentation de Lewis à l'acide chlorhydrique HCl. Il répond à la structure globale AX, c'est 1. Donc là, évidemment, j'ai rien mis, c'est l'hydrogène. Et puis ici, E3, donc 3 doublés non liants autour de l'atome de chlore. Ça répond en tout cas à la formule présentée ici, N plus M égale 4. Donc je sais que pour le chlore, si je le considère comme l'atome central, eh bien il va avoir une figure de répulsion de type tétraédrique et va se loger au sein de la sphère, de la même manière qu'ici, avec 3 doublés non liants et un doublé liant vers l'atome d'hydrogène. Et pareil, je passe à sa représentation spatiale en faisant abstraction des 3 doublés non liants qui sont présents sur le chlore, et j'arrive, comme on l'a vu sur l'atome, sur la molécule d'oxygène O2 précédemment, eh bien les 2 atomes sont forcément alignés, il n'y a pas de problème. On a donc une structure, une géométrie linéaire pour la molécule de HCl. Et on voit encore une fois que cette géométrie est bien différente de la géométrie proposée au niveau de la figure de répulsion. Donc voilà pour les exemples, j'arrête là, c'est pas la peine d'en faire beaucoup plus. En tout cas, bien retenir que dans le cas d'atomes qui possèdent des doublés non liants, que ce soit 1, 2 ou 3, on le voit bien ici, eh bien systématiquement la géométrie de la molécule va être différente de la figure de répulsion. C'est ça qu'il faut retenir. Donc pour résumer, on va tomber sur un tableau de ce type-là qui va résumer la totalité de ce qu'on a vu ensemble, que ce soit des molécules avec un atome central qui possède ou non des doublés non liants. On va avoir ici, on a absolument tout résumé. Donc ce qu'on considère à chaque fois, c'est cette somme ici, des valeurs correspondant au nombre de doublés liants, ici petit n, et au nombre de doublés non liants, petit m, équivalent à 2, 3 ou 4. Et puis ça continue encore en dessous, là je suis resté uniquement sur les 3 figures de répulsion classiques, linéaire, trigonale et tétraédrique, quand on descend dans le tableau. Et puis on voit bien, en tout cas, si je n'ai aucun doublé non liant, donc ça c'était la capsule vidéo précédente, m égale à 0, et bien c'est que lorsque j'ai 2 liaisons avec des atomes extérieurs, donc 2 doublés non liants, on voit bien que dans les 3 cas ici, que ce soit 4 liaisons covalentes, 2 liaisons covalentes, 3 liaisons covalentes ou 4 liaisons covalentes,
on voit bien que lorsqu'on n'a pas de doublet non liant m égale 0 sur l'atome central, on a des figures de répulsion qui sont absolument identiques à la géométrie des molécules. Okay, tétraédrique, tétraédrique. Par exemple, ici, si j'ai 4 liaisons. Et après, je continue dans les différentes colonnes. Et bien, si je vois apparaître un doublet non liant, bah, ce doublet non liant-là, il va simplement prendre la place d'un des deux doublets liants que j'avais initialement. Eh bien, je vais répondre à ces structures-là. Et on voit bien que là, à partir de là, si j'ai un doublet non liant, il est ici, en fait, dans la figure de répulsion, eh bien, je vais avoir une géométrie qui va être différente de la figure de répulsion. D'accord ? Figure de répulsion trigonale. Si j'ai un doublet non liant, j'arrive sur une géométrie coudée. D'accord ? Si j'ai deux doublets non liants, eh bien, je regarde dans le tableau où est-ce que je me situe. Je réponds à ces conditions-là. Eh bien, je vais avoir une géométrie moléculaire linéaire, alors que ma géométrie associée à la figure de répulsion était trigonale. Et puis ainsi de suite. Si je suis à 4, c'est-à-dire ça va être soit j'ai 4 liaisons covalentes, c'est-à-dire des doublets non liants vers 4 atomes identiques ou différents, ou bien j'ai uniquement 3 liaisons covalentes et un doublet non liant, 2 liaisons covalentes et 2 doublets non liants qui ne sont pas représentés ici, bien entendu. Et la dernière possibilité, ici, j'ai 2 liaisons covalentes et puis 3 doublets non liants qui vont me donner respectivement des géométries pyramidales, coudées et linéaires. D'accord ? Avec, là encore, hein, étant donné que j'ai l'apparition d'au moins un doublet non liant, je vais avoir une géométrie moléculaire qui va différer de la géométrie imposée dans la figure de répulsion. Ok ? Donc voilà pour résumer un petit peu la géométrie des molécules. On a pris un petit peu de temps, mais en soi, il n'y a rien de compliqué. Une fois qu'on a compris que les liaisons, enfin les doublets d'électrons, liants ou non liants, ça ne change rien, qu'ils se repoussent les uns les autres, il est assez facile de comprendre comment ils vont se positionner dans l'espace, il n'y a aucun problème. On en déduit très très simplement la figure de répulsion, et puis à partir de la figure de répulsion, j'enlève simplement les doublets non liants, et puis s'ils sont présents, et puis ça me donne directement la géométrie de la molécule. Ok ? Donc voilà par rapport à cette géométrie associée à la méthode VSEPR et qui permet d'introduire un petit peu la géométrie des molécules dans l'espace et la représentation spatiale des molécules. Donc c'est important, on l'a vu pour le carbone notamment, le fameux carbone tétraédrique. Le fait d'avoir cette géométrie particulière dans l'espace, ça va avoir des impacts sur la réactivité et sur la nature des produits qui vont sortir de ces différents types de réactions. Ok ? Écoute, je te souhaite un bon travail par rapport à ça. N'hésite pas à poser des questions si tu as besoin. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.